Seriez-vous capable de changer d'emploi demain matin? Est-ce que c'est un challenge de changer d'emploi? Est-ce que ça effraie? Je pense que ça effraie les gens, puis je pense pas que ça devrait effrayer les gens. J'ai l'impression qu'on a hérité d'une espèce de vision peut-être un peu romantique, un peu décalée, à mon sens, de l'emploi à vie. Là, mais on nous vendait ça. Mais on nous vendait ça il y a 30 ans, là, je veux dire. Oui, mais ces gens-là sont encore sur le marché du travail, dans le sens où c'était la prémisse d'être fidèle. Non, mais je pense à mes parents, mais même moi, j'ai grandi avec cette mentalité de rester fidèle à quelqu'un. Là, je comprends qu'aujourd'hui, on éclate les affaires, puis on voit peut-être moins de fidélité, mais dans le temps, on nous disait quand même d'être fidèle à quelqu'un, de travailler fort, de gravir les échelons. Il y avait l'espèce de mentalité d'avoir une retraite active, une maison, des enfants, un chien. Il y avait quand même... Il y avait tout ça, là, la stabilité, tu sais. Yeah, je me rappelle que quand j'ai commencé en radio, on me disait un jour tu vas avoir une vraie job, mais c'était ça mais la voilà ta vraie job, mais tu es animatrice maintenant. Pourquoi on me disait ça? Tu sais, c'était pas méchant, ça se voulait pas méchant. Non, je comprends. Écoute, ceci dit, je pense que et là on pourra confirmer, autour des années 90, il y a quelque chose qui s'est rompu là, dans cette espèce de rêve où il y a eu des licenciements massifs, il y a eu quand même une rupture du lien de confiance entre employeurs et employés. Beaucoup d'entreprises ont mis fin ou ont carrément fait faillite, mais par rapport au fonds de pension, on a vu le niveau de gens qui bénéficient de ces mesures-là beaucoup décroître. Puis d'ailleurs, je regardais des statistiques. Statistique Canada, ils montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui prévoient quitter leur emploi dans les 12 prochains mois. Puis ça augmente. C'est des 0,1%, mais ça augmente graduellement d'année en année. Et surtout, la durée passée, l'ancienneté moyenne chez le meilleur employeur, on est passé de 103 mois, il exprime ça en mois, mais à 100 mois en 2024. Donc, on passe de moins en moins 100 mois, ça fait combien d'années? Je sais pas, 8 ans, 7 ans, l'affaire de même. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous avez envie de changer d'emploi? Est-ce que vous seriez capable de changer d'emploi? Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. La fidélité, là, c'est plus au goût du jour. Vous avez parfaitement raison. Ça a beaucoup évolué avec les générations. Puis de moins en moins, on voit cet esprit dont tu parlais, Isabelle, de se dire on est fidèle à l'employeur. C'est plus transactionnel. Hein? Tant que mon employeur remplit mes besoins, comble mes besoins, je vais rester. Quand ça n'aura plus de sens pour moi, les gens vont penser prendre un autre appel. On est à la radio. Mais c'est intéressant. Vous posez la question, changer d'emploi, mais Isabelle, changer de métier. Changer d'emploi, ça pourrait laisser comprendre que je garde la même expertise, le même métier, mais que je vais l'exercer dans une autre entreprise. C'est un peu épeurant, c'est vrai, mais on voit dans les statistiques que nommait Francis tantôt, il y a quand même des gens qui ont de l'appétit pour ça. Mais changer de métier, ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire on va changer notre champ d'expertise, on va perdre nos repères, souvent ce qui fait qu'on se valorise nous-mêmes. Là, on a un petit peu l'impression de mettre un parachute puis de sauter dans le vide. J'ai vu Mais c'est fou parce que Forbes disait que les employés qui travaillent pour une entreprise plus de 2 ans gagneraient 50% moins d'argent. Bien, ça, il y a une corrélation. Moi, j'ai déjà vu aussi au Canada, quand on regarde les carrières les plus lucratives, c'est typiquement des gens qui ont fait des changements d'emploi. Moi, les dernières statistiques que je voyais, c'est autour du 5 ans. Une personne qui a changé d'emploi au plus à chaque 5 ans a une carrière ultimement plus lucrative que quelqu'un qui est resté avec le même employeur parce qu'il y a des stratégies de négociation là-dedans qui vont s'opérer quand on rejoint un nouvel employeur. Ceci dit, j'ai travaillé, moi, avec des très grandes entreprises, là, notamment en Europe, puis ce qu'on voit, c'est que tu changes d'emploi, mais dans la même institution, là, notamment les institutions financières. Puis justement, ces grandes banques là, ou autres, là, souvent, ce qu'ils vont chercher à faire, puis c'est à ton point, Annie, c'est de mettre les gens d'un secteur à un autre, puis donc qu'ils soient à l'intérieur de l'employeur, dans le fond, mais qui acquièrent des expertises, des expériences, des compréhensions diverses. Puis ce qui est vraiment riche de leur point de vue, c'est que cette personne-là, après, elle va dire « Ah, regarde, dans l'autre département, l'autre secteur, l'autre pays, ben c'est comme ça qu'ils font. » Puis là, ils deviennent comme des espèces de, je sais pas comment dire, là, des passeurs entre des parties, parce que beaucoup des très grandes organisations qu'on vit aujourd'hui sont vraiment prises avec des silos là, absolument infernaux. Les gens se parlent plus, ils sont quasiment rivaux entre eux. Donc, changer d'emploi d'un employeur à l'autre peut-être, mais je pense que de plus en plus à l'intérieur de certaines grandes entreprises, il est possible d'avoir des défis vraiment intéressants tout en restant au même endroit. Là, ça met la pression sur l'employeur de trouver des nouvelles jobs à ces bonnes personnes-là à l'intérieur de la boîte, puis c'est pas toujours facile. Ouais, Francis, j'ajouterais, ça met de la pression à l'employeur, puis ça met de la pression sur les gestionnaires, parce que derrière ça, il y a un gestionnaire qui a dit « Ça, c'est ma star, c'est mon meilleur employé, donc je vais le laisser aller dans une autre équipe. »
Hein? C'est difficile pour les gestionnaires. Puis ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va recevoir aussi quelqu'un qui est néophyte dans son domaine parce qu'il va servir de petite école pour l'apprentissage de cette personne-là. Ouais. Il y a beaucoup de défis. Mais dans ceux qui changent d'emploi, là, puis est-ce que c'est davantage les jeunes, c'est la génération Z ou ça se voit de façon généralisée maintenant? Bon, c'est toujours difficile. Tu as toujours des excellentes questions, Isabelle. En fait, c'est que c'est difficile à répondre parce que les données que nous avons tiennent de quelques années. Hein? Par définition, on ne le sait pas. Là, pour 2026, 27, 28, on parlerait d'une boule de cristal. Mais les statistiques que nous avons dans le passé, rien ne nous dit qu'elles vont perdurer dans le temps parce que là, il se passe plein de choses dans le monde du travail. Notre démographie change. Donc, on a un taux de chômage qui tient un petit peu artificiellement bas du fait qu'on a moins de jeunes sur le marché du travail. Donc, ça vient brouiller les cartes. L'intelligence artificielle également. Donc, si je réponds à ta question basée sur les informations que nous avons il y a quelques années, je te dirais oui, effectivement, les plus jeunes ont tendance à changer d'emploi plus rapidement. Maintenant, à l'époque, il y avait aussi un marché qui était très ouvert, donc c'était plus facile. Pouvons-nous faire une corrélation et dire que dans le futur, les plus jeunes changeront d'emploi plus facilement? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a moins de création d'emplois qu'il y en avait aussi. Bien, moi, je voyais, là, on a une économiste avec nous, mais que ça fait 3 ans qu'au Québec, on n'a pas créé de nouveaux emplois dans la fonction privée, dans les entreprises privées. C'est le public qui crée les emplois pratiquement. Oui, et qui crée les emplois pas tant que ça. Là. Effectivement, c'est notre démographie et c'est le resserrement des critères d'immigration qui contribue à conserver un taux de chômage qui est plus bas. Les générations, c'est intéressant. Puis moi, un truc qui me frappe chez les plus jeunes notamment, puis ça nous ouvre peut-être à notre deuxième invité aujourd'hui, mais c'est que je trouve aussi les jeunes, puis je compare mettons avec mon père versus les vingtenaires, là, mais les jeunes sont plus curieux, j'ai l'impression. Ils ont plus de tu sais, mon père, il a fait son éducation, il a monté les échelons, il est resté à la même place, il avait une job, il avait un focus, il connaissait une affaire. Oui, mais tu sais, je trouve que les jeunes aujourd'hui, ils vont jouer au hockey, ils vont avoir une collection de cartes de Pokémon, ils vont, tu sais, être... non, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le panorama des intérêts est plus vaste chez les jeunes, puis moi, je me trouve un peu au milieu du gué entre ces deux générations-là, mais je me dis peut-être que ça permet justement de changer plus facilement d'un contexte à l'autre, puisqu'on a ces différents univers-là qu'on aime, qu'on maîtrise, vers lesquels on peut se dédier. Je sais pas si c'est une hypothèse qui tient la route, Annie. Il y a plus d'espace pour les passions, les loisirs. On parle beaucoup de l'équilibre de la vie personnelle, professionnelle qui trône dans le sommet des priorités des jeunes travailleurs. Donc, effectivement, ça leur donne la possibilité de découvrir des nouvelles passions puis des nouveaux talents. Ça me fait penser à notre Mais qu'on peut monétiser ultimement, puis c'est peut-être ce que Océane Giguère va nous raconter. Océane, tu as quitté ton emploi récemment pour vivre ton rêve. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ben oui, ça fait longtemps que je fais de l'art. Depuis que je suis toute petite, je fais de l'art. Puis je travaillais en restauration. Ça faisait 2 ans que je travaillais en restauration. Puis en février, j'ai découvert les snail mail. Les courriers, les clubs de courriers, c'est très populaire. On envoie des lettres à la main. Oui, on lâche le AI, on lâche nos petits écrans, puis on revient au papier, au tangible. Êtes-vous beaucoup à faire ça? C'est ça, au Québec, c'était presque inconnu. Là. Il y en avait quelques-uns que j'ai trouvés, mais comparé aux États-Unis, je dirais que c'est presque inconnu là, au Québec. Là. Donc, tu as créé le courrier de la Lune. C'est parti de là, l'espèce de je veux retoucher au papier, écrire, m'éloigner des écrans, je pars mon affaire. Oui, fait que là, j'ai trouvé cette manière-là justement pour mettre de l'avant mon art puis partager mon art au Québec parce que c'est difficile de subvenir comme artiste là, au Québec. Surtout, tu sais, je suis jeune encore. Tu sais, mes emplois, c'est des emplois étudiants. Trouver une manière de faire des sous aussi, de partager ce que je fais à travers les réseaux, c'est une chose, mais de le faire en vrai aussi, que les gens aillent physiquement, tu sais, les œuvres, c'est différent. Là. Est-ce que tu as trouvé une façon que ce soit rentable de gagner un peu ta vie avec ça? Est-ce que tu as réussi à te créer un réseau? Oui, ben là, j'ai TikTok. C'est là-dessus que ça l'a explosé. Là, la seconde où j'ai annoncé que j'ai démissionné de mon emploi pour essayer de vivre de mon art. Puis là, je suis fière de dire qu'aujourd'hui, je vis de mon art. J'ai déjà comme... ça l'a explosé vraiment. Combien à peu près sont abonnés à ta chaîne? Là, en ce moment, c'est plus de 400 membres par mois qui sont abonnés au courrier. Puis mon TikTok, c'est 1800 environ en comme 2 mois. Là, fait que ça a bien été. Ouais. Comment ça fonctionne? Les gens s'inscrivent, puis à chaque mois, t'envoies une histoire. C'est quoi les lettres que t'envoies par la poste? Ben dans le fond, le courrier de la Lune, pourquoi j'ai appelé ça le courrier de la Lune, c'est j'ai découvert qu'à chaque mois, les pleines lunes ont des noms. Oui. Fait que moi, ça m'inspire pour créer ces mathématiques. Fait que mettons, là, en juin, c'était la lune des fraises. Oui. Puis là, je crée une œuvre. Moi, je fais ma peinture chez moi. Ensuite, tout chez moi de A à Z, là, j'imprime tout à la main. Ben, à la main.
avec mon imprimante. Oui, mais on comprend. Je fais tout chez moi. J'imprime une impression de luxe de ma toile. Je fais des signets, j'illustre des signets, tout avec la thématique, des collants aussi. Je fais une lettre où j'explique la lune du mois. J'explique aussi mon état d'esprit. Tu sais, c'est vraiment comme amical avec ceux qui le reçoivent. C'est comme une petite touche de douceur dans un mois. Tu sais, tu lâches ton sel, tu vas à la poste, puis à la place de recevoir des factures, tu reçois comme une enveloppe d'or super intéressante. Anne, tu es à la fois une artiste, mais tu es aussi une entrepreneur, forcément. Tu as des abonnés, tu factures du monde, tu gères des finances, il y a des coûts, le papier, tout ça. J'aimerais un peu t'entendre. Félicitations déjà pour ce que tu as accompli jusqu'ici, mais mettons, là, c'est une question que je pose souvent à mes clients. Mettons que ça marche, là, puis mettons que demain, tu as 4000 clients ou 40 000 clients. Ça devient quoi, le Courrier de la Lune, à 40 000? Tu vas avoir des employés, une usine? Non, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu, si ça marchait, là, mettons, dans 10 ans, à une grande échelle, comment tu verrais ça vraiment comme entreprise? Oui, mon rêve, encore une fois, on parle de rêve, ça serait vraiment d'avoir mon propre studio d'art. Pas trop loin de chez moi, là, fait que évidemment d'avoir des employés qui m'aident avec l'emballage, parce que là en ce moment c'est ma mère qui m'aide le soir, on la salue pour tout emballer, parce que là c'est ça, la grosse vague d'abonnés que j'ai eu, c'était 3 jours avant l'envoi. Puis j'en ai eu comme 150 en une journée et j'avais pas imprimé assez de choses, fait que c'est sûr que si ça monte en volume, j'aurais pas le choix là, de... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent les jeunes. Puis on parle de même. Les jeunes, les tablettes, les écrans. Mais toi, tu vas à contre-courant. Puis visiblement, ça fonctionne. Est-ce que c'est des jeunes qui s'inscrivent à ta chaîne? Oui. Il y a beaucoup, justement, qui c'est des jeunes génération Z qui n'ont pas eu ils n'ont pas eu de courrier. Moi, je connais pas ça, là, recevoir du courrier par la poste, comme mes parents y ont vécu. Fait que c'est comme le retour à ça qui est le fun, puis c'est ça qui est excitant. Il y a aussi beaucoup de personnes de l'âge de mes parents, 40, 50, qui ont comme une nostalgie de revenir à ça aussi. Fait que, pour vrai, les âges sont vraiment bien étalés, là. Mais donc, est-ce que vous trouvez justement que les écrans, il y en a un peu trop, puis c'est de chercher des activités justement en dehors? C'est intéressant, ça? Oui, non, c'est l'intelligence artificielle, les écrans, tout va vite. Je vais trouver une manière de revenir à quelque chose de simple, la base, le papier, l'art, tu sais, c'est doux, là, ça fait du bien dans la semaine. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit pour me dire, si tu savais à quel point ça leur fait du bien, ta lettre, c'est venu me chercher. Il y en a que ça fait leur semaine, là. Fait que juste ça, c'est la plus grande réussite que j'ai eue, là. Ceci dit, bon, je veux pas trop tourner le fer dans la plaie, mais j'ai pas le sentiment, Anne, que tu es nécessairement représentative de ta génération. Tu sais, je pense qu'il y a une certaine crainte, le monde est complexe, il y a l'IA, il y a beaucoup moins d'opportunités d'emploi. On le voit, le taux de chômage chez les jeunes est à 14%. C'est quoi le message que tu aimerais passer à tes congénères générationnels? Tu sais, si tu avais à motiver ta gang, là, c'est quoi ta morale ou ta philosophie par rapport à tout ça? Ben, ma morale, ça serait de dire que je sais que dans notre génération, il y a comme un sens, une recherche de sens, d'épanouissement. Puis, des fois, c'est d'essayer de la suivre. Puis c'est sûr que c'est difficile parce que en ce moment, tu sais, c'est pas facile de risquer, mettons, de démissionner de ton emploi pour vivre de ta passion, vivre de ton rêve. Moi, je l'ai fait comme moitié-moitié. Tu sais, j'ai commencé ça, mais j'avais encore mon emploi. Fait que c'est d'essayer quand même. Puis toute ma vie, je me suis dit, j'essaye pas parce que j'ai peur. Je le fais pas parce que j'ai peur. Puis là, pour une fois, j'ai essayé. Puis, garde, ça a fonctionné. J'ai été chanceuse aussi. Les réseaux, maintenant, on a les réseaux. Là, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. C'est ça qui aide aussi. Ben, t'as écouté, au fait, on va dire une petite voix, là, parce que je trouve qu'on critique, on casse beaucoup de sucre sur le dos des jeunes. On fait justement, vous autres, les jeunes, on généralise beaucoup cette génération-là, mais à chaque fois qu'on a des jeunes dans la vingtaine, ils ont toujours des projets comme ça, super créatifs, qui osent peut-être même plus que d'autres générations. Est-ce que c'est comme ça que tu t'identifies, toi? Ben, je pense que oui. Je pense que j'ai toujours eu cette idée-là d'amener quelque chose de nouveau. Je voulais partager mon art différemment. Puis là, ben, quand j'ai tombé sur ce concept-là, j'ai dit, j'essaye, mais j'espère vraiment que plus de gens s'essaye. Ouais. C'est juste oser, là, t'as tout gagné. Juste à essayer, t'as tout gagné.
Océane Giguère, on peut te suivre donc sur les réseaux. On pourrait même s'abonner pour la prochaine lune de juillet. Il y a Jessica en régie qui vient de s'abonner, elle me dit-elle. Fait que tu t'es fait au moins une fan. Je pense qu'Annie va faire la même chose. Ça a valu la peine de venir juste pour tes 2 nouveaux abonnés et peut-être plus à l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose aussi par rapport, peut-être c'est plus féminin, mais l'apport de la lune aussi a pris une place très importante. Je sais que Francis, c'est pas dans ton bac, mais je me sens moins interpellée naturellement, mais j'avoue que le projet est cool entrepreneurialement. Puis tu sais, à la limite que j'aime la lune ou pas, c'est pas tellement important. Mais il faut juste respecter les autres dans leur passion. On te respecte dans ta geekitude. Non, mais c'est vrai. Après, on peut se respecter dans l'affaire de la lune. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être moi, je m'abonnerais à une autre affaire. À la limite, chacun, comme on le dit souvent, chacun son truc. Vraiment. Non, Francis. On supporte les entrepreneurs québécois. C'était une fille, c'était une femme, c'est un cadeau. Parce que, faut le ramener des fois. Mais oui, derrière une lune puis tout ça, il y a une jeune entrepreneur québécoise qui mérite notre attention, notre support. Il y en a plein. C'est une belle communauté des entrepreneurs. Trop rationnel dans sa tête, il faut se libérer. Annie Boilard, est-ce que ça t'étonne d'entendre justement des jeunes qui osent comme ça? Est-ce qu'on est là-dessus ou on est plutôt dans on sait bien les jeunes, la technologie? C'est comme si on les critique beaucoup, cette génération-là. Je pense qu'on les critique beaucoup, puis on pourrait beaucoup se parler de la notion même de génération. Parce que derrière ça, scientifiquement, là, on est des humains, puis les humains ont les mêmes besoins. Bon, évidemment, il y a des situations culturelles, il y a de l'évolution de l'économie, puis il y a des valeurs qui diffèrent, mais bon. Alors, moi, ce que je vois quand je regarde Océane, d'abord, je vois une super entrepreneur. Moi, j'en suis une entrepreneur. Je suis pas juste travailleur autonome, je gère une entreprise. Je porte la responsabilité d'un payroll, de tout ce qui vient avec. Tantôt, tu posais des questions sur la croissance. Francis, qu'est-ce qui va se passer? Je le sais pas, toi non plus. Tu sais pas ce qui va se passer pour elle, mais moi, je sais une chose. Avant d'en trouver des solutions, on a ça dans notre ADN, les entrepreneurs québécois. On est une belle communauté, on s'entraide, on est fiers de nous. Et moi, je vois une jeune entrepreneur, je vois une artiste. Moi, j'ai écrit un bouquin. Vous me direz, c'est pas le même type d'art, mais c'est l'art littéraire quand même. On a tous besoin de cette solidarité. Puis là, c'est la semaine de la Saint-Jean. Ma foi, soyons chauvins, soyons fiers de nous, puis pas besoin de chercher les problèmes qui s'en viennent. Ils arriveront toujours, là. Regarde, là, t'as ton fan club en régie, en plus, Annie ARH, là, qui m'écrivent des messages de haine depuis tantôt. Là, très intéressant, évidemment. Puis je pense qu'on va continuer de te suivre, là, ta progression fulgurante. Moi non plus, aucun doute, honnêtement, c'est pas parce que je mets en doute le fond que je n'apprécie pas la forme. Non, pas tout. Océane Giguère, bravo. À Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH. On va se reparler parce que des sujets RH, il y en a 150 000. Bonne fin de semaine.